Monsieur Vernochet, bonjour. Nous voici à nouveau réunis. Bonjour à vous. Pour un point d'actualité, si je puis dire. Nous avons quelques questions à évoquer ensemble, en particulier sur le sujet très chaud actuellement des migrations. J'aimerais vous poser la première question, c'est comment ces migrations sont-elles, à votre avis, matériellement possibles ? Oui, ce n'est pas un petit point d'actualité, puisqu'on a l'impression que les portes de la vie 10 viennent de s'ouvrir et que des flots submergents envahissent cette vieille Europe déliquescente. Alors matériellement, tout cela semble invraisemblable. Il est vrai que tous ces immigrés qui arrivent par l'Europe orientale viennent de Syrie, enfin pour la plupart. Au début, certains journalistes nous disaient qu'il y avait aussi une forte poussée migratoire depuis l'Europe de l'Est, les pays qui ne sont pas encore ni dans la zone Schengen, ni véritablement dans l'Union européenne. Toujours est-il que pour ces immigrés, on sait que le voyage est extrêmement coûteux. Plusieurs milliers d'euros. Pour traverser des petits bouts de mer Égée, c'est 2, 3 000, 4 000. Le père de l'enfant noyé avait versé 4 000 euros. Curieux réfugié d'ailleurs, puisqu'il était là depuis plus de 3 ans, mais nous reviendrons sur cette question. Donc il faut des papiers, ne serait-ce que pour sortir d'un pays, la Turquie en l'occurrence. On sait que de faux passeports syriens circulent en masse. Beaucoup d'entre eux ont pris des taxis, des transports en commun, des autobus, qu'il y a des moyens matériels considérables qui sont utilisés et tout ça ne tient pas la route. Imaginez que pour les réfugiés somaliens, érythréens ou gambiens ou sénégambiens qui arrivent en Libye, le voyage coûte 10 à 12 000 euros. 8 000 euros pour arriver jusqu'en Libye, 2 000, 3 000 euros pour passer la Méditerranée sur des épaves plus ou moins flottantes. Pour embarquer dans un camion à Calais, c'est de l'ordre de 800 euros. Où ces réfugiés trouvent-ils l'argent? Donc matériellement, ces migrations, il y a un aspect souterrain à ces migrations qu'il conviendrait d'explorer. D'abord, donc la première question, qui paye, qui laisse passer et dans quel but? Effectivement. Comment qualifier, d'après vous, le rôle des médias depuis le déclenchement de cette crise migratoire ? Alors, le rôle des médias est délétère, notamment le rôle des médias allemands. Je prendrai en contrepoint l'exemple d'une petite chaîne suisse qui est allée à la rencontre des migrants, qui a vu des gens en promenade quasiment touristique, qui jetaient des bouteilles d'eau au bord de la route, des bouteilles d'eau pleines, des rations alimentaires pleines. Ces gens sont équipés de téléphones satellites, en tout cas tous ont des téléphones cellulaires, des téléphones normaux. On voit bien que la presse va surligner les aspects soi-disant humanitaires. Quand il y a une femme, un enfant, un infirme, les caméras se braquent, mais ne montrent pas la réalité. L'immigration qui arrive d'Afrique, j'entendais ce matin sur Radio France Internationale la responsable d'une ONG dévolue à la défense des droits des migrants, c'est 95% de jeunes hommes entre 25 et 30 ans, 95%. Donc les femmes et les femmes enceintes sont rares, mais les caméras se braquent évidemment sur elles. Donc il y a une complaisance de la part de la presse qu'il faut tout à fait dénoncer. Dans l'affaire de l'enfant noyé, l'enfant a été authentiquement noyé, il n'y a pas de trucage, mais on sait que le corps aurait été, je mets un conditionnel, aurait été déplacé pour rendre la photo plus choquante. Les journalistes oublient à cette occasion de nous montrer des photos d'enfants, de nouveau-nés, de jeunes enfants au crâne arraché, dévastés par les bombes américaines en Irak ou par les bombes israéliennes à Gaza. Comment ne pas souligner et dénoncer tout d'un coup cette utilisation, cette manipulation médiatique qui consiste à émouvoir, à sidérer l'opinion, alors que on a passé sous silence des drames ou des tragédies bien plus importante, bien plus grave encore. Absolument. Justement, à cet égard, que penser et que dire à propos de l'image justement du cadavre échoué de cet enfant sur une plage turque ? Écoutez, c'est particulièrement choquant, mais Monsieur Kouchner, il y a quelque temps, disait « Ah, si nous avions une image », et on sait que les images, ça se construit. L'enfant est mort, il est authentiquement mort, mais l'image a été
instrumentée, utilisée pour culpabiliser ces Européens qui sont déjà suffisamment culpabilisés comme cela, pour leur imposer des vagues migratoires qui vont s'avérer à terme dévastatrices sur l'Europe. Surtout qu'on nous dit que la France va, par exemple, accueillir 20 000 réfugiés. C'est oublier que nous avons une immigration légale de 200 000 personnes par an et une immigration illégale de 100 000. Donc, nous parlions un instant du rôle de la presse. Le rôle de la presse, c'est de mentir au moins par omission, de passer sous silence des faits fondamentaux, de ne jamais poser les bonnes questions. Qui paye ces transports, ces voyages, qui les rend possibles matériellement à des gens qui sont démunis et qui, lorsqu'on les filme, on le voit bien, n'arrivent pas à épuiser après avoir marché, comme disent les journalistes, des centaines de kilomètres, mais à avoir cheminé agréablement en jetant leurs rations alimentaires et leurs bouteilles d'eau pleine. Justement, y a-t-il un envers du décor à la générosité compassionnelle affichée par les médias ? Écoutez, cette générosité qui va devenir bientôt obligatoire, est extrêmement suspecte. Elle s'exerce toujours dans un sens et jamais dans l'autre. Elle est donc à géométrie variable. Lorsqu'encore une fois les bombes américaines s'abattaient sur les populations irakiennes, la presse était beaucoup moins compassionnelle, beaucoup moins charitable. Cette guerre de Syrie que nous avons contribué très largement à déclencher, à entretenir et à prolonger, nous y viendrons peut-être un petit peu plus tard. La presse, là aussi, ne l'a pas dénoncé avec son cortège d'horreurs, de massacres, de tueries, ou toujours de façon partiale et arbitraire. Donc la compassion, on sait très bien qu'on ne dirige pas les hommes par la raison, mais par l'émotion. Il suffit de trouver le bon déclencheur, mais à l'arrivée, ce type de méthode finira par être éventé et pourrait se retourner contre cette classe médiatique qui, il faut bien le dire, et depuis des années, est presque aussi discréditée que la classe politique. Absolument. L'accueil, justement, est-il, d'après vous, une obligation morale ou va-t-il le devenir ? Écoutez, dans l'absolu, vous voyez quelqu'un qui tombe dans la rue, l'obligation morale, c'est de le relever, de l'aider, quelle que soit sa couleur, sa race. Mais la morale des États ne peut pas être la morale des individus. Et là, ce qui, dans un cas individuel, pourrait être un cas social, là devient une affaire qui nous dépasse. Et nous créons les conditions. Il est bien clair qu'on ne peut pas ni intégrer des gens dont la culture est réellement étrangère à la nôtre, véritablement. Même si aujourd'hui tout le monde a un mobile, là aussi joue sur Internet, les mœurs, les habitudes, qu'elles soient alimentaires, autres, religieuses, confessionnelles, sont radicalement différentes. On sait très bien qu'il n'existe pas de société multiconfessionnelle ou multiethnique. L'exemple des Balkans, des guerres qui ont démarré en 1993, alors qu'il y avait eu cette grande accalmie après la Première Guerre mondiale et la création de la Yougoslavie, cette grande accalmie qui avait été consolidée par le titisme, qui était sorte de dictature silencieuse. On voit bien que cela a éclaté. Le Liban en est un autre exemple. On avait réussi à souder des communautés, mais à la moindre étincelle, au moindre choc, cette pseudo-unité vole en éclats. Les États-Unis aussi, on voit bien que le communautarisme ne fonctionne pas aux États-Unis. Plus d'un siècle, et loin après la guerre de sécession, les États-Unis connaissent des drames communautaires, des affrontements communautaires, des hostilités interraciales, il faut bien dire le mot, qui sont extrêmement graves. Donc on est en train de créer des conditions d'affrontement et même voire de guerre civile. Quelles sont les causes structurelles repérables de cette crise migratoire sans précédent, d'après vous ? Alors, les causes structurelles... Oui, c'est l'ingérence, les politiques d'ingérence dites humanitaires de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie. D'abord en Libye. Merci, monsieur
Bernard-Henri Lévy, mais merci Monsieur Kouchner, qui voulait absolument que nous pratiquions cette ingérence dite humanitaire pour éviter un bain de sang. On a semé le chaos, et aujourd'hui ce sont les mêmes qui nous demandent d'accueillir d'ailleurs. Donc il y a eu la Libye que nous avons ravagée, qui servait encore une fois la Jamaria libyenne de Monsieur Kadhafi était ce qu'elle était, un régime peut-être un peu rigide, c'est le cas de le dire, mais qui servait de bassin de rétention à l'immigration subsaharienne. Nous avons fait en fait en sous-main la même chose en Syrie, puisque nous ne sommes pas indemnes de responsabilité. Nous avons entretenu, soutenu, encouragé, armé, voire entraîné les rebelles, qui sont avérés très rapidement être avec Al-Nosra la continuation d'Al-Qaïda. Mais là, c'est curieux, l'indignation des journalistes est extrêmement modérée. Ne parlons pas de l'État islamique, dont nous sommes responsables et que nous combattons de façon tout à fait modérée, tout à fait anodine, et d'une certaine façon, c'est même pas d'une certaine façon, c'est nous qui avons créé de toutes pièces. Quand je dis nous, c'est-à-dire nos gouvernements et l'Europe et le camp occidental, Washington compris, qui ont créé les conditions de ces vagues migratoires. Quels enseignements tirer quant à l'Europe et à l'Allemagne qui est pilote dans cette affaire? Alors, les enseignements sont simples à tirer. On voit bien que Mme Merkel d'abord a trahi les Allemands, les intérêts allemands, mais ce n'est pas la première fois. Que l'Europe est constituée de technocrates mondialistes qui ne payent pas d'impôts, qui sont extraordinairement bien payés, rémunérés pour assumer leur vile tâche de mercenaires au service d'intérêts qui ne se montrent pas forcément au grand jour, qui se trouvent à Washington ou ailleurs. Et donc faillite de l'Europe, qui d'ailleurs conduit ce jeu épouvantable, mais qu'il le conduit mal, qu'il le conduit en prenant vraiment les Européens pour des imbéciles. Et là encore, soulignons le rôle désastreux, délétère de la presse, qui cache qu'il y a des oppositions en Europe, des manifestations extrêmement importantes à cette politique. Les instances, les institutions européennes ont montré à quel point elles jouaient un rôle contra-européen, contre les peuples, les nations d'Europe, contre même la construction européenne. Voyez-vous d'autres dimensions géopolitiques, voire conspirationnistes ou conspiratives derrière cette crise migratoire? Écoutez, nous venons d'évoquer le rôle de l'Europe, qui est un rôle extraordinairement ambigu. D'une main, nous soutenons les rebelles syriens qui tentent de démantibuler l'État. D'ailleurs, notez que nous soutenons, soi-disant, le pouvoir légal au Yémen, avec des bombardements atroces, là aussi, mais nous sommes contre le gouvernement légal d'un gouvernement laïque qui assurait au moins l'équilibre entre les communautés et la paix civile. Personne ne fuyait la Syrie quand il y avait j'allais dire le règne, c'était pas le règne, mais l'exercice de la souveraineté par le parti Baas et la famille El-Assad. Conspirationniste, si l'on remonte aux années 2000, nous avons des rapports des Nations Unies qui préconisaient déjà à l'époque, ça existe, c'est très facile d'accès sur les sites liés aux questions démographiques des Nations Unies, qui préconisaient l'immigration de 15 à 20 millions par an d'immigrés pour compenser les déficits démographiques. Mais là aussi, c'est le serpent qui se mord la queue. D'un côté, on dit à toutes les jeunes femmes, faites-vous avorter, ne faites pas d'enfants, vous êtes libres de votre corps, chacun s'appartient, fondez des familles monoparentales. Et de l'autre côté, donc on dit qu'il y a un déficit démographique, des populations vieillissantes, et donc il faut venir de 15 à 20, voire plus, millions, je dis bien millions par an, c'était les rapports de l'année 2000 des Nations Unies. Donc il y a une dimension éminemment conspirationniste. Alors, ce ne sont pas des gens qui se sont réunis dans une cave, c'est une conspiration à ciel ouvert, mais comme la presse ne fait pas son travail, on ne rappelle pas ces faits, de dire que depuis longtemps, que ce soit l'Allemagne ou autre, on considère que l'appel d'air fourni par des masses migratoires qui font baisser les salaires, qui exercent une pression à la baisse sur les salaires,
constitue donc une manœuvre servile. Il ne faut pas oublier qu'il y a peu de temps, il n'y avait pas de SMIC en Allemagne et on pouvait travailler jusqu'à 2 € de l'heure. La rémunération moyenne pour un manœuvre, donc un ouvrier non qualifié, était de 4 € de l'heure en Allemagne. Donc la richesse de l'Allemagne, on sait aussi d'où elle va le tirer en important des masses serviles. Et l'Europe aussi compte faire le même calcul. Ça a été annoncé notamment par M. Macron. Donc tous ces gens, ces eurocrates, conspirent encore une fois contre l'Europe. Mais ça, qui le dira ? Il y a donc, d'après vous, des plans, des projets, un programme derrière ces vagues subversives. Alors, pour revenir à notre premier point, nous disions qui paye les 10 000 € du passage pour un pauvre air de l'Afrique subsaharienne, 8 000 € pour arriver jusqu'à Benghazi, à Tripoli ou ailleurs, et 2 000 € à peu près pour traverser. Qui paye les 800 € ou les 1 000 € pour monter dans la cabine d'un camion, 800 € pour monter à l'arrière, 1 000 € et plus pour monter dans la cabine à Calais. Qui paye les taxis, je ne parle pas des trains mis à disposition par les autorités bulgares, hongroises ou autres, qui paye les moyens, les téléphones satellites des chefs migrants qui accompagnent, puisque ces gens avancent de façon coordonnée, ils n'avancent pas de façon comme une foule hagarde, poussée par la misère. Il faudrait revenir d'ailleurs sur cette question. Nous savons qu'il y a des fondations internationales avec différents prête-noms derrière. Alors il faut en citer une quand même, c'est apparemment la Banque Rothschild qui finance un certain nombre de fondations, mais il y a des fondations écrans et qui assument le financement de ces migrations. Donc on voit bien qu'il y a une conspiration pour casser la matrice ethno-historique, ethno-culturel, ethno-confessionnel, pas seulement de la France, mais de l'Europe ou de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas assez payé, elle doit encore payer. Donc pour diluer les peuples européens, en faire une sorte de vaste et absolu melting pot, c'est-à-dire faire la mondialisation au niveau de l'Europe, un vaste marché constitué d'atomes humains qui seront tous d'ailleurs plus ou moins en guerre contre eux-mêmes, puisqu'à un moment donné, cette utopie, je peux qualifier cette utopie de messianique, cette utopie messianique rencontrera le mur du réel et à ce moment-là, il volera en éclats. Quels sont justement les risques et conséquences, d'après vous, de tout ça ? Risques et conséquences, c'est des guerres, des affrontements interconfessionnels de basse intensité, une guerre civile européenne de basse intensité. Les Européens, encore une fois, on fera l'expérience. On peut admettre dans nos villages un certain nombre d'immigrés. Les choses se passeront bien un certain temps, jusqu'au moment où ça ne se passera moins bien. Il y a une loi naturelle, c'est une loi physique qui fait que quand une minorité minoritaire elle a tendance à non pas à raser les murs, mais à se faire discrète. Quand le jour où elle devient majoritaire, elle impose ses règles, elle impose sa loi. Alors, beaucoup craignent l'islam, oui, l'islam est une chose, mais il n'y a pas que l'islam. N'oublions pas que beaucoup de ceux qui arrivent comptent bien sur les largesses de l'État-providence. L'État-providence socialiste compte sur ces gens pour leur servir de clientèle électorale, et que ces clients électoraux ne sont pas la plupart du temps des producteurs. Combien d'entre eux sont vraiment, comme on nous le présente, une manœuvre qualifiée ? Rien n'est moins sûr, c'est une petite minorité. Et cette petite minorité, d'ailleurs, partira peut-être au Canada ou ailleurs et ne restera pas dans cette vilaine Europe dont les indigènes sont aussi xénophobes, apparemment, puisque les Français, à 55%, refusent cette immigration, malgré le matraquage, malgré la sidération par les images. Les Français, quand même, dans leur majorité, refusent cette invasion. Quelle solution immédiate et à long terme ? Alors, la solution que tout le monde donne, nous conclurons peut-être sur ce point, c'est de sortir de l'espace Schengen, mais il faudrait aussi peut-être par la même occasion sortir de l'euro, sortir de l'Europe, de l'Union telle qu'elle est. L'Europe est un magnifique projet, si tant est que l'Europe soit une Europe puissance, une Europe des patries, une Europe des nations, une confédération, en fait, une confédération européenne. Revenir à des frontières, et puis surtout
s'affranchir de la tutelle américaine, mais qui aussi essentiellement n'est pas une tutelle seulement économique, c'est une tutelle morale. Il y a un terrorisme intellectuel, il faut sortir du politiquement correct. Encore une fois, sortons de la théorie du genre, sortons de cette dictature, de cette tyrannie du consensus qui nous abêtit chaque jour davantage. En conclusion, Monsieur Vernochet, je déduis de tout ça qu'il semblerait qu'effectivement qu'il y ait des plans assez structurés, de longue date et assez précis pour organiser ou en tout cas manipuler les flux migratoires de façon à déstructurer d'une part les États-nations de départ et d'autre part les États-nations d'arrivée. C'est un très vieux projet, c'est celui de M. Kodanov-Carnegie lorsqu'il a décrit la Pan-Europe, et c'est ce que nous voyons. Ce n'était pas une prophétie, c'était une vision, et nous voyons cette vision s'accomplir sous nos yeux. Merci M. Vernochet. Merci à vous.